Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, l'autre jour, au supermarché, j'ai eu un gros bug cérébral. J'avais devant moi un paquet de sucre de betterave, du sucre de canne, du blond, du roux, du complet, du miel, du sucre de coco, du sirop d'agave. Et là, je me suis dit, mais avec quoi je fais mes gâteaux ? C'est quoi la différence entre tous ces sucres ? Alors, on va faire une petite revue de tous ces sucres qui t'ont fait bugger. Alors, le sucre, quand il est blanc, qu'il soit de betterave ou que ce soit un sucre de canne blanc parce qu'il a été raffiné sur le plan nutritionnel, c'est kiff-kiff. On se retrouve avec du pur saccharose, c'est-à-dire le sucre, hein, voilà, il y a très très peu de minéraux, on se retrouve avec un aliment source de calories vides. Alors les calories vides, je ne vais pas re-rentrer dans le détail, je vous renvoie à la chronique 34 où on parlait des aliments complets et là vous aurez à nouveau ce que c'est que cette histoire de calories vides. On va trouver du sucre blond, pas blanc, mais blond, comme les cheveux blonds. Voilà, on va en trouver notamment en magasin bio. C'est un sucre de canne qui a été partiellement débarrassé de sa mélasse par un principe de filtration. C'est pas un principe de raffinage cette fois, mais sur le plan nutritionnel, ça fait que de toute façon, ça va pas être très différent du sucre blanc parce qu'il y a à nouveau quasiment plus de minéraux dedans. Donc là aussi, c'est kiff-kiff. On va avoir le sucre roux, comme les cheveux roux. Donc le sucre roux, par contre, là, on va peut-être en étonner certains. Le sucre roux, on a tendance à croire que c'est plus riche en minéraux parce qu'il y a de la couleur, etc. Donc forcément, il y a Bon, sauf qu'en vrai, le sucre roux, c'est un sucre blanc qui a été recoloré avec du caramel. Oh, l'arnaque ! L'arnaque, comme tu dis. Donc regardez sur les paquets de sucre roux. D'abord, quand vous regardez la liste des ingrédients, ça va pas être marqué sucre, ça va être marqué spécialité à base de sucre de canne. Et quand vous détaillez les ingrédients, vous avez du sucre de canne, mais pas que. Vous avez aussi du sucre liquide, par exemple, et puis vous avez un colorant, le caramel. Donc non, ce n'est pas un sucre plus intéressant sur le plan nutritionnel, c'est kiff-kiff, et en plus on a rajouté des additifs dedans. Donc, pas globe. C'est joli en couleur, sur le plan nutritionnel, c'est pas mieux. Alors, qui va faire la différence sur le plan nutritionnel, c'est ce qu'on appelle le sucre complet. On l'appelle aussi le sucre brut. On peut le trouver sous la marque Rapadura, on peut le trouver sous le nom Muscovado ou Mascobado, par exemple. Alors, ce qui le caractérise, c'est la présence de la mélasse. La mélasse, donc de la canne à sucre. Les grains, ils sont agglomérés. Tu sais, ça donne quelque chose d'humide, c'est foncé. Et puis, au niveau de la saveur, ça va être intéressant. Ça va avoir un goût naturellement caramel, un goût un petit peu réglissé, légèrement anisé, un petit peu épicé. Ça peut être très sympa. Dans un yaourt, ça fait merveille. Au niveau nutritionnel, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va retrouver les vitamines, les minéraux de la mélasse, pas mal de vitamines du groupe B, des vitamines E, des sels minéraux comme le potassium, le magnésium, le calcium, le fer. Et là, effectivement, en termes de densité nutritionnelle, ça fait une belle différence par rapport au sucre blanc, blond ou roux. Ok, donc ça c'était sur les sucres un peu trad, on va dire. Maintenant, on a la petite nouveauté que j'ai vue apparaître et où mon cerveau a fait « Oh non, pas encore », le sucre de fleur de coco. Alors oui, le sucre de fleur de coco, ça fait quelques mois qu'il fait beaucoup parler de lui. Alors déjà, c'est un sucre qui est issu de la sève des fleurs d'une certaine variété de cocotiers. Le cocotier, mine de rien, le rendement, il peut produire jusqu'à 25 kg de sève par jour. L'argument de vente, c'est l'indice glycémique plus faible que celui des autres sucres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique ? C'est l'impact que le produit qu'on ingère va avoir sur notre glycémie. Est-ce que ça va la faire monter en flèche ? Et là, ça peut être problématique. Par exemple, pour une personne diabétique, ça peut être problématique pour les personnes même non diabétiques parce que ça peut créer un effet réactionnel avec des fringales, etc. Donc, l'argument dit que ce sucre de fleur de coco, il est moins hyperglycémiant que le sucre blanc, par exemple. Le problème de l'argument de l'indice glycémique, pour moi, c'est que on mesure un indice glycémique sur un aliment consommé isolément. C'est-à-dire qu'on a fait manger du sucre de coco pur à quelqu'un pour mesurer l'impact sur sa glycémie. On lui a fait manger du sucre blanc pur pour mesurer l'impact sur sa glycémie. En vrai, dans la vie, on ne mange pas le sucre pur, on va l'incorporer dans des gâteaux, on va le mettre dans des yaourts, etc. Le fait de le mélanger avec des aliments qui apportent d'autres types de nutriments, des protéines, des graisses, des fibres, etc., ça module l'indice glycémique. Donc admettons qu'on utilise un sucre
un sucre brut comme le rapadura dont je parlais tout à l'heure, même s'il a un indice glycémique plus élevé que le sucre de fleur de coco, le fait de le mélanger à d'autres ingrédients, ça va abaisser de toute façon son indice glycémique. Donc la question c'est, vu le prix au kilo du sucre de fleur de coco, qui coûte au moins 2 fois plus cher que le sucre brut, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ok, je prendrai cette option de réflexion dans mon choix. Et alors après, on tombe sur des trucs un peu plus naturels, le miel. Alors, le miel, pour le coup, effectivement, c'est naturel. On sait que ce sont nos petites abeilles mellifères qui le fabriquent. Le miel, en fonction des différents types, plus ou moins solides, plus ou moins liquides, c'est en fait un mélange de glucose et de fructose, une sorte de sirop qui va plus ou moins cristalliser selon la proportion des deux. Alors, le miel, il est intéressant aussi d'un point de vue nutritionnel parce qu'il est source d'antioxydants, c'est-à-dire les flavonoïdes qu'on va retrouver dans le miel. Et plus le miel est foncé, plus il est riche en flavonoïdes. C'est le cas, par exemple, du miel de sarrasin qui est très sombre. Le miel, il va avoir aussi des propriétés antibactériennes, des propriétés anti-inflammatoires et il aurait aussi une activité prébiotique. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'on va trouver dans le commerce différentes qualités de miel. Il y a le miel, et puis il y a le faux miel, le miel impur, le miel artificiel ou le miel falsifié. Alors on est d'accord que c'est pas écrit comme ça sur l'étiquette, mais ce qu'on va pouvoir observer, c'est que on a une certaine proportion de miel, pas énorme, et surtout, on va avoir d'autres produits ajoutés, comme le glucose, le dextrose, la mélasse, le sirop de sucre, le sucre inverti, le sirop de maïs, ou même des amidons ou des farines. Donc on a un produit qui est très trafiqué, qui n'a plus rien à voir avec le miel et avec les propriétés notamment antibactériennes ou les propriétés saines, entre guillemets, pour l'organisme qu'on peut attendre d'un vrai miel. Donc je suis un peu vigilante, même s'il y a une ruche dessinée sur mon paquet, ça ne veut pas forcément dire que c'est du vrai miel. Voilà, on fait très attention parce que les industriels sont très malins pour trouver des dénominations qui suggèrent que c'est du miel, sauf que quand on regarde regardons la liste des ingrédients, méfions-nous quand c'est pas cher, quand le miel est un produit cher. Voilà, quand il est bien produit, ça demande de la main d'œuvre, le rendement est pas très 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 copieux, donc c'est normal que ce soit un produit cher quand c'est un bon produit. Quand c'est pas cher, on se méfie, on regarde bien la liste des ingrédients. Et alors, dans mon dernier comparatif, j'avais le sirop d'agave, parce que j'ai vu que c'était un cousin de la tequila. Alors en fait, le sirop d'agave, il est extrait de l'agave bleue, notamment, enfin de différentes variétés de plantes grasses, dont l'agave bleue, qui elle-même sert à produire la tequila. Voilà. Donc ça veut dire que mon petit sucre de sirop d'agave, là, ça a goût de tequila ? Alors non, il va pas avoir le goût de tequila parce qu'il aura besoin d'être fermenté avant de pouvoir produire l'alcool de la tequila. Par contre, ce que je peux t'en dire d'un point de vue nutritionnel, c'est que il est vanté, ou il a été vanté il y a quelques années, pareil, parce que son indice glycémique est plus faible que celui du sucre. Le problème, c'est que le sirop d'agave, c'est beaucoup de fructose. Le fructose, chez des personnes diabétiques, effectivement, ça ne fait pas monter la glycémie, mais ça va avoir un impact sur le foie et ça va avoir des impacts à d'autres niveaux. Qu'on soit diabétique ou pas, la surconsommation de glucose, ça peut entraîner un syndrome métabolique, c'est-à-dire prise de poids, diabète, excès de cholestérol, de triglycérides sanguins, une stéatose hépatique, c'est-à-dire le foie gras, et puis ça augmente le syndrome métabolique, les risques d'accidents cardiovasculaires. Donc on fait gaffe à nouveau avec toutes les allégations nutritionnelles, avec ce qu'on entend quand tout à coup il y a un produit qui est mis sur le devant de la scène par les industriels, par la publicité, etc. On prend du recul. L'idéal, c'est de rester dans une variété, quel que soit le sucre, même le sucre complet moi j'apprécie beaucoup. Ça reste du sucre, c'est un aliment essentiellement plaisir qui peut comporter effectivement pour certains des intérêts nutritionnels un petit peu supérieurs à d'autres, mais ça reste surtout un aliment plaisir. Donc je me prends pas forcément trop la tête quand j'ai envie de faire un gâteau. Je sais que je mets du sucre de toute façon quoi qu'il arrive et quel que soit le sucre. Et voilà, tout à fait. Comment on peut choisir ? On peut faire en fonction des besoins et des envies. Moi, je sais que voilà, le rapadura, le sucre complet, c'est un petit peu mon sucre de base. C'est celui que je mets dans la plupart de mes gâteaux. Dans les types 4 quarts, dans les gâteaux yaourt, ça fonctionne très très bien. En général, j'en mets beaucoup moins que la proportion de sucre qui est proposée dans les recettes. Je divise par 2 globalement. Et puis sinon, en fonction de la sensation ou du type de pâtisserie que je veux obtenir, je vais choisir le sucre qui fonctionne le mieux. Dans mes meringues, dans mes confitures,
je mets pas du sucre complet, ça donne trop de goût, il reste des petits grains, etc. Donc là, je vais choisir un sucre blond, par exemple, ou même un sucre blanc, pourquoi pas. Quand je fais un fondant pâtissier, tu sais ce qu'on met au-dessus des millefeuilles, là, le beau fondant bien blanc, où on va glacer aussi les choux, les religieuses, etc. J'en fais une fois par an. Là, j'utilise le sirop de glucose que ma tête considère comme être le diable d'un point de vue nutritionnel, mais ça fonctionne très bien pour faire le fondant dans une variété alimentaire. Pourquoi pas ? Voilà. Après, on va choisir aussi, en étant pragmatique, ce qui convient le mieux à la technique qu'on souhaite mettre en œuvre. Et pour se faire le plus grand plaisir. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.